Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale, avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, il t'arrive de découvrir des nouveaux trucs? Dans quel domaine? Tous les domaines, genre tu as assis. Oui, tous les jours. Mais ma principale source de connaissances, c'est la télévision et l'Internet. Et pour un découvrir, gars qui travaille dans les médias, vaut tu mieux es aller vraiment sur la plaque. Tu es à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toujours la vérité dans la télé. Non, j'ai dit ma principale source. Je n'ai pas dit la seule. J'ai dit la principale. Donc, je lis beaucoup sur Internet. Je suis beaucoup les documentaires. Parce que c'est dans les documentaires que tu apprends comment les choses se font, les choses... Il y a des documentaires manipulés? Oui, mais aucun... Tu sais il faut partir du principe que la connaissance est dynamique, hein? La connaissance évolue. Donc, ce qui était une vérité hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Ce qui est une vérité aujourd'hui ne le sera plus demain. Donc, il faut toujours avoir cette ouverture d'esprit-là, de se dire que ce que l'on a... Voici là où se trouve la connaissance à ce moment. Bon, maintenant, comme moi je m'intéresse... Maintenant, la différence un peu avec quand on parle de géopolitique, c'est souvent de confronter les avis. D'accord? Comme nous, on n'a pas la capacité de nous déplacer pour aller sur les lieux où se passent ces événements et pour avoir notre propre analyse, on est obligé de compiler les analyses de ceux qui sont censés être allés dans ces endroits-là et ceux qui sont censés avoir une meilleure expérience, une meilleure expertise que nous sur ces questions-là. Et après, on confronte ces avis-là. Et puis, à côté de la confrontation de ces différents avis-là, nous-mêmes, nous avons notre propre intelligence. Nous faisons aussi notre propre analyse en fonction de ce que l'on a pu tirer comme observation. Donc, effectivement, ça permet aussi d'apprendre énormément tous les jours. D'accord. L'actualité internationale nous amène aujourd'hui. Astana, dans le Kazakhstan, c'est en Europe centrale. Hier s'est tenu le 6e sommet de la conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie. Ça s'appelle la SICA. Alors, la SICA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une organisation en réalité qui avait été créée en 1992 par le président kazakh de l'époque, Nursultan Nazarbayev. Alors, le principe est de réunir les États asiatiques pour discuter de questions communes, notamment des questions liées à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Asie. Et donc, c'est une organisation qui, dès sa création en 1992, avait commencé à se réunir en 1993. Et donc, dans cette organisation qui est ouverte, il y a actuellement 28 membres. Le 28e membre est le Koweït, qui est rentré au cours de ce 6e sommet. Et bien entendu, derrière le sommet, il y a évidemment la présence de pays très importants comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde. Et puis, il faut savoir que la SICA, dans un premier temps, comme c'est une organisation qui est née d'une initiative des pays d'Asie centrale, donc on retrouve le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, la Russie, toutes ces anciennes républiques soviétiques-là. Cette organisation, en fait, au début, était pour promouvoir, si tu veux, pour partager ces questions de paix, de sécurité, de stabilité entre anciennes républiques ou bien entre anciens pays du bloc socialiste. Puis, peu à peu, à partir des années 2000, il va y avoir un élargissement de la SICA. C'est vraiment un groupe de réflexion, mais au niveau des chefs d'État et de gouvernement d'Asie. Et donc, à partir de là, il va y avoir un élargissement. Et donc, depuis un certain nombre d'années, certains pays de la péninsule arabique, l'Iran par exemple, ont également intégré la SICA et le Koweït. Et ce qui est intéressant pour ce 6e sommet-là, c'est évidemment, on a derrière toujours l'arrière-plan de la crise en Ukraine et on essaie de voir si évidemment l'isolement dans lequel l'Occident essaye de mettre la Russie fonctionne réellement. Alors là, évidemment, on est bien obligé de reconnaître que ça ne marche pas du tout, puisque Vladimir Poutine, même s'il ne fait pas le tour du monde, mais il continue à se déplacer, notamment auprès de certains pays alliés et certains partenaires stratégiques, pays alliés, l'Iran, partenaire stratégique, la Chine et également le Kazakhstan. Et donc, tous ces pays-là continuent à coopérer, à commercer avec la Chine, même si, pour certains, évidemment,
il n'affiche pas un soutien total, comme par exemple la Biélorussie ne s'aligne pas totalement sur la position de la Russie, mais il y a une position de neutralité sur la question des sanctions et sur la question de la condamnation de la Russie. Mais par contre, derrière, il y a une coopération aussi bien sur le plan militaire, sur le plan du renseignement, sur le plan économique, et là, sur des questions de paix, de stabilité, de sécurité. Donc tout ça fait que c'est particulièrement intéressant de voir que les Occidentaux, enfin, surtout la Russie, essaye évidemment de contourner aussi bien les sanctions occidentales que de contourner l'isolement imposé par les Occidentaux. Et jusqu'à présent, elle parvient plus ou moins à s'en sortir en dépit de ce que, évidemment, certains journaux occidentaux veulent nous faire croire. Pourquoi elle s'en sort plutôt bien? Parce que derrière, pas un soutien, mais derrière les pays qui continuent à commercer avec la Russie, il y a des géants mondiaux, la Chine et l'Inde principalement, et puis il y a aussi les pays d'Asie centrale, il y a les pays de la péninsule arabique, l'Arabie saoudite, on l'a vu dernièrement lors du sommet de l'OPEP+, qui s'est tenu le 30 octobre dernier, un alliement, je dirais, stratégique, hein, ça c'est du point de vue des Américains, de l'Arabie saoudite, par rapport à la Russie sur la question des quotas de production et sur, si tu veux, la volonté de maintenir les cours du baril de pétrole à un niveau très élevé. Donc, la Russie n'est pas véritablement isolée. Et ça se voit encore d'autant plus qu'il y a un partenaire, il y a un pays qui a une position assez pivot et qui, en dépit du fait, par exemple, qu'elle est un allié de l'Occident à travers l'OTAN, elle n'applique pas, elle n'est absolument pas alignée sur la position des pays de l'OTAN sur la question des relations avec la Russie. Il s'agit évidemment de la Turquie. La Turquie qui a aussi la volonté qui est affichée, hein, de discuter avec tous les partenaires. Elle discute avec tous les pays occidentaux, elle discute avec l'Ukraine et elle discute avec la Russie. Et il ne faut pas oublier que depuis 2 mois, c'est grâce à la Turquie que les céréales qui étaient emprisonnées ou bloquées au niveau du port d'Odessa en Ukraine parviennent aujourd'hui à être acheminées à travers le monde entier, grâce notamment à l'appui de la Turquie. Il faut savoir que pour que ces céréales-là puissent arriver vers les ports du monde entier, ils passent par la mer Noire et donc ils passent par des détroits qui sont gérés notamment qui sont sous territoire turc. Donc c'est grâce à la Turquie que ces céréales-là peuvent être acheminées à travers le monde. Et la Turquie avait abrité les premiers pourparlers, notamment sur la paix en Ukraine, jusqu'à ce que, évidemment, la contre-offensive tue toute possibilité de discussion, même si aujourd'hui la Turquie reste relativement confiante sur sa capacité à pouvoir renouer le dialogue ou faire renouer le dialogue entre la Russie et l'Ukraine, même si en état des choses ça risque d'être compliqué parce qu'il y a eu une réponse notamment russe à l'attaque du pont de la Crimée, hein, et cette réponse russe a été extrêmement violente et les bombardements ont repris. Et on sait aujourd'hui que Volodymyr Zelensky demande aux Occidentaux de monter un peu plus en gamme, donc en type d'armes. Il demande des systèmes de défense anti-aériens. Et donc tout ça montre qu'on a une montée en puissance de la guerre en fonction des types d'armes, en fonction des stratégies qui seront mises en place. Et donc on s'éloigne un peu plus de toute possibilité de paix. Et c'est là justement où c'est intéressant, puisque en marge de cette conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, il y a eu une rencontre entre Recep Tayyip Erdogan, le président turc, et son homologue russe Vladimir Poutine. Et il était annoncé au départ qu'il devait y avoir des discussions sur la question de l'Ukraine, notamment la possibilité de voir dans quelle mesure on pourrait plus ou moins essayer de renouer le dialogue et ramener les deux parties à la discussion. Malheureusement, ce n'est pas cette question-là qui a été discutée, ce sont plutôt d'autres questions qui ont été à l'ordre du jour, notamment la question toujours de l'acheminement des céréales de la zone de l'Ukraine vers les ports du monde entier, même si on ne peut que regretter, et ça Vladimir Poutine l'a dit, que dans un premier temps, cet acheminement des céréales était prioritairement pour les pays en voie de développement pour leur éviter de sombrer dans la famine. Mais on constate aujourd'hui, malheureusement, que la plupart des navires céréaliers qui quittent les ports de l'Ukraine vont vers les pays occidentaux et vers les pays développés. Donc, les pays en voie de développement sont une fois de plus un peu le dindon de la farce, parce qu'on avait vu combien de fois les Occidentaux avaient accusé la Russie de vouloir créer une famine à travers le monde. On avait vu également
le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, accompagné du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui avait été reçu à Sochi, en Russie, par Vladimir Poutine, pour lui demander de libérer les céréales ukrainiens qui étaient bloqués dans les ports d'Odessa et permettre leur acheminement vers les pays du Sud qui en avaient prioritairement besoin. Et on constate par exemple qu'au 1er octobre, au 1er septembre de cette année, sur les 108 navires, par exemple, qui avaient quitté les ports ukrainiens, gorgés de céréales, plus de 80 de ces navires-là avaient pris des directions vers des ports, notamment d'Europe. Et donc, très peu de navires, à peine 18, seulement étaient partis vers des ports de pays en voie de développement d'Afrique ou d'Asie. Donc, ça veut dire que derrière toute cette gesticulation-là de la part des Occidentaux qui visait à débloquer les céréales, l'était prioritairement pour eux et non pas pour les pays en voie de développement. Mais ça, c'est une autre question. Mais par rapport à la rencontre entre Erdogan et Poutine, il s'agissait maintenant de voir dans quelle mesure on pouvait débloquer cette fois-ci non plus les céréales ukrainiens, puisqu'il y a déjà un corridor qui a été mis en place. Il y a toute une organisation apparemment qui est huilée et qui fonctionne très bien avec les trois parties qui sont représentées, les Turcs, les Ukrainiens et les Russes. Maintenant, il s'agissait de passer dans une autre étape de cet acheminement des céréales, notamment des céréales russes, parce qu'il faut savoir que la Russie est le premier exportateur mondial de céréales, puisque en 2021, par exemple, il avait exporté pour près de 140 millions de céréales à travers le monde entier. Donc, il y a aussi les céréales russes qui sont en attente et il s'agissait toujours, à travers ce même mécanisme-là, tripartite ukrainien, russe et turc, de voir dans quelle mesure maintenant on pouvait également acheminer les céréales russes. Et à côté de cela, il y a aussi la question énergétique qui a été abordée. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a 2 gazoducs russes qui ont été détruits, notamment Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc sur les 6 qui acheminent le gaz russe vers l'Europe, il n'en reste plus que 4. Et donc il y a aussi un gazoduc qui est très important, qui est le Turkish, qui passe notamment par la Turquie et qui permet aussi d'acheminer le gaz en Allemagne. Et donc Vladimir Poutine est venu discuter avec Erdogan de la possibilité d'améliorer cette coopération énergétique-là en mettant en place notamment un deuxième gazoduc qui sera à côté on va appeler Turkish 1, et donc c'est la possibilité de construire un deuxième gazoduc qui pourrait permettre toujours d'acheminer du gaz en Europe vers les pays qui en auront besoin. Et à travers évidemment cette volonté-là, les deux seront gagnants. La Turquie deviendra un partenaire plus important sur cette question du gaz-là, notamment pour les pays européens, dans l'orée où il y aurait un retour, si tu veux, à la paix un retour si tu veux, au commerce. Maintenant, la paix, c'est pas évident, mais un retour sur un véritable partenariat énergétique avec la Russie, parce que on peut dire ce qu'on veut, les Européens ne peuvent pas se passer de gaz russe, parce que du gaz, il n'y en a pas suffisamment. Et donc, forcément, tôt ou tard, il y aura de nouveau du commerce de gaz entre la Russie et l'Europe. Et au lieu de passer directement par l'Allemagne, Vladimir Poutine prépare donc ce potentiel retour de la Turquie dans les échanges commerciaux en augmentant la capacité d'acheminement de gaz vers l'Europe, mais cette fois-ci en passant par la Turquie. Et donc ça, évidemment, ça a été pour Recep Tayyip Erdogan. Il va bien entendu se saisir de cette question-là pour derrière aussi essayer de discuter une fois de plus, parce qu'il ne l'avait pas caché lors de sa prise de parole au cours de ce sommet-là, il ne l'avait pas caché de sa volonté toujours d'essayer d'être le médiateur, parce qu'il faut bien regarder que de tous les pays qui sont proches aussi bien des deux parties, seule la Turquie a une position véritablement de neutralité, puisque bien qu'étant membre de l'OTAN, elle n'applique pas les sanctions occidentales. Elle n'achemine pas d'armes vers l'Ukraine. C'est vrai que l'Ukraine utilise des drones turcs, mais ces drones turcs avaient été achetés avant le début de l'invasion russe. Et donc, depuis lors, la Turquie ne vend plus de matériel militaire à l'Ukraine pour ne pas froisser son partenaire russe. Et donc, Recep Tayyip Erdogan reste extrêmement convaincu qu'il y a encore une possibilité de ramener ces deux pays à la table de négociation tout en continuant à commercer et à faire du business avec la Russie. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale. En fait, tout ce qui compte dedans, c'est le business, quoi. Bien entendu. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. C'était Jean-Paul avec l'actualité internationale ce matin dans le Da Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes.
Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.